Mon invité est joaillier, il est artisan, mais il est aussi dans le même temps, et c'est une chance pour lui, directeur général. Alain Boucheron, vous portez un nom qui fait un bruit de publicité, est-ce gênant? Non, c'est pas gênant, parce que je suis très fier de porter ce nom. C'est pas un nom, je peux en être fier, c'est pas un nom que j'ai fait moi-même, c'est un nom que ma famille a créé il y a maintenant plus d'un siècle de cela, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a fondé notre société en 1858. Donc ne fût-ce que référence vis-à-vis de ma famille, de mes ancêtres, je suis très fier de le porter. Enfin, les Boucherons aujourd'hui sont des gens qui brillent de tout leur feu, mais vous avez essayé de savoir qui ils étaient avant 1858? On a essayé de savoir, effectivement, je crois que la famille avait des origines de drapier dans l'ouest, le sud-ouest de la France, je crois notamment dans la région du Mans. C'est-à-dire ces origines, on n'a jamais été très loin à les chercher, on pourrait le faire, pourquoi pas. Mais je vais vous raconter une anecdote surtout. Vous me demandez si je suis fier de le porter. Lorsque mon grand-père était malheureusement sur le point de décéder, il m'a dit une phrase, j'étais tout gamin à l'époque, je devais avoir 10-12 ans à peu près. Il m'a dit une phrase merveilleuse, il m'a dit « Je te laisse un flambeau, je l'ai fait brûler toute ma vie, ton père l'a fait brûler. Je n'espère qu'une chose pour toi, c'est que tu continueras à le faire brûler aussi bien que tout le monde l'a fait brûler avant toi. » Tu vois, je trouve que c'est super, c'était au moment où un homme allait malheureusement disparaître, c'était parler uniquement de la suite, uniquement de l'avenir, du futur. Je vous dis, j'étais tout jeune et j'avais été très impressionné, si vous voulez, par cette remarque. Uniquement de la vie. Alors vous avez 31 ans, je crois. Absolument, oui. Vous avez des enfants? Pas encore, non. Mais vous pensez qu'un jour, vos enfants reprendront le flambeau que vous a laissé votre grand-père, enfin, lorsqu'il vous en parlait? Je le souhaite de tout cœur. Le dire aujourd'hui, si vous voulez, n'ayant pas encore d'enfants, c'est difficile d'en parler. Que se passera-t-il dans 25 ou 30 ans? On n'en sait rien. Mais je le souhaite de tout cœur. Sans doute que notre métier se sera adapté, si vous voulez, à la vie d'aujourd'hui. Il aura changé, peut-être modifié, ça je n'en sais rien. Mais j'aimerais beaucoup un de mes enfants un jour, ait surtout la passion des pierres, si vous voulez. Peut-être plus que de reprendre le métier, car sera-t-il à reprendre une fois de plus? On n'en sait rien. Mais cet amour, si vous voulez, des pierres, cet amour des belles choses, je crois que j'essaierai de lui communiquer, si vous voulez. Alors vous êtes un héritier, Alain Boucheron. Vous le méritiez? Non, on ne le mérite jamais, c'est une chance. Alors, il y a peut-être une injustice, là? Ou bien c'est le cours des choses? Non, il n'y a pas une injustice, si vous voulez. Je crois que c'est un merveilleux cours des choses, c'est un merveilleux hasard. J'ai toujours eu toute ma vie énormément de chance. Je touche du bois, la table est en bois, je l'espère, je touche du bois. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue, si vous voulez. Enfin, on peut considérer que vous n'êtes quand même pas à la portée de toutes les bourses. Et je ne pense pas qu'on puisse faire à votre sujet de la publicité clandestine, de la même manière que lorsqu'on parle de la Rolls, on n'a pas à être touché, à être accusé. Mais tout cela, quand même, doit vous poser des questions, car comment peut-on dépenser tellement d'argent pour ce que l'on pourrait considérer comme du dérisoire? Si vous voulez, je crois que fondamentalement, ce n'est pas du dérisoire. Il est certain qu'on peut vivre une vie merveilleuse et très riche sans avoir de bijoux. C'est sûr, mais à partir du moment où on aime le beau, où on aime vraiment la vérité, on aime ce que la terre produit intrinsèquement, on aime ce que la main de l'homme est capable de faire. D'abord l'artisan qui polira la pierre, puis ces merveilleux artisans qui vont monter ces bijoux. On cherche à acquérir des bijoux à ce moment-là. Bon, il y a une question de moyens, évidemment. On peut se limiter à des sommes faibles, suivant ses revenus, ou à des sommes beaucoup plus importantes. Mais la somme, à la limite, quelle importance? Bon, d'accord, tout objet a un prix de revient, nous avons des charges, des frais à payer, évidemment, mais le charme de notre métier, si vous voulez, c'est pas le côté prix, c'est pas le côté financier. Le charme de mon métier, c'est pas, vous disiez tout à l'heure, directeur général, c'est pas d'être directeur général. Bon, c'est merveilleux, d'être directeur général, ça vous donne des responsabilités sensationnelles. On a environ une centaine de personnes dont j'ai quand même une responsabilité morale, si vous voulez, très importante. Ça, c'est fascinant et c'est merveilleux. Il y a un côté de gestion. Mais à côté de gestion, vous savez qu'on soit dans une affaire qui vende des bijoux, ou je sais pas, ou qu'on gère une affaire de publicité, ou qu'on gère n'importe quelle affaire, c'est toujours les mêmes genres de problèmes de gestion. Mais le grand charme, l'énorme valeur de notre métier, c'est ce beau, si vous voulez. Nous sommes gestionnaires, d'accord, mais nous travaillons dans le beau. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, toute la journée, nous sommes dans le beau, c'est extraordinaire. Nous avons un merveilleux cadre de travail. Regardez la place Vendôme. Non, mais je suis tout à fait d'accord, Alain Boucheron, sur l'objet d'art. Et je dois dire que d'abord, il permet des artisans de s'exprimer et il y a le côté créatif de la chose. Mais vous n'avez pas été embarrassé parfois, dans certains endroits, par des femmes qui portent vraiment à leurs doigts ou à leur cou des choses belles, mais qui sont, à certains égards, c'est indécent. Tellement, j'ai vu, vraiment et souvent,
plus souvent qu'on ne le pense, des femmes portaient de véritables fortunes sur elles. Un jour, on s'interrogeait sur 2 femmes qui étaient quelque part, elles avaient, paraît-il, plus d'1 milliard sur elles. Et le bijou, la bague, que l'on appelle à ce moment-là le gros caillou, c'était quelque chose, pardonnez-moi de vous le dire, presque d'horrible. Tellement c'était beau d'ailleurs. Oui, en fait, vous me posez la question de savoir s'il y a de l'indécence dans le beau. Voilà. C'est, je crois, Mais c'était beau. Une femme qui porte, comme vous dites, une énorme parure qui vaut peut-être, je sais pas, les milliards dont vous avez parlé. C'est pas... Dans un musée, ça serait très bien. Et pourquoi un musée? Le bijou est fait pour être porté, cher monsieur. Le bijou est fait pour être porté. C'est un crime de mettre un bijou dans un musée. C'est un crime de mettre un bijou dans des vitrines. Nous le faisons, vous me direz, sur mon métier, Place Vendôme, il n'y a que ça. D'accord, mais un bijou doit être porté. Un bijou est destiné à une femme, si vous voulez. Est-ce que Place Vendôme, quand la Place Vendôme a été construite, par exemple, c'était fabuleux. Vous savez, peut-être que la Place Vendôme a été pendant très longtemps maintenue en attente de construction pour des questions purement financières. Louis XIV était ruiné. Enfin, la France était en mauvaise position financière, si vous voulez. Et c'est un peu indécent d'avoir construit la Place Vendôme à l'époque de Louis XIV. N'est-ce pas fabuleusement beau? Quelle importance de savoir aujourd'hui ce qu'a coûté ou ce que coûterait la Place Vendôme à refaire. Quelle importance de savoir le tableau que vous voyez chez votre ami Monsieur Dupont dans un musée, ce Picasso extraordinaire ou ce merveilleux Rembrandt. Savoir s'il vaut 1, 2, 3, 10, 15 millions. Quelle importance. C'est le beau en lui-même. Et le beau est fait pour être porté. Le beau est quelque chose de vivant. Le beau est quelque chose que l'âme humaine pénètre, si vous voulez. C'est pas accroché sur un mur ou derrière une vitrine que vous le pénétrez beaucoup. Mais nous sommes d'accord sur le fait que les bijoutiers, les joailliers, les orfèvres sont des artisans qui doivent être conservés très longtemps car ils sont justement les porteurs du beau. Et je crois que cela est important et totalement reconnu. Mais je voudrais savoir comment un héritier comme vous, comme votre père ou comme votre grand-père, comment arriverez-vous demain à conserver le contrôle familial d'une affaire comme la vôtre? Un jour peut-être passerez-vous, parce que vous n'aurez pas été attentif, passerez-vous dans les mains des Américains ou d'autres? Vous y pensez à cela parfois? Oui, très souvent. C'est sûr, si on y pense, très souvent. Je crois qu'il y a un problème qui se pose de dimension. Là, c'est plus un problème de gestion, peut-être, si vous voulez. Il est certain que nous avons une affaire importante, c'est évident. Bon, elle pourrait être plus importante. Comment être plus importante? En prenant des moyens plus importants, c'est évident. Ces moyens, on peut le faire. Si vous voulez, il suffit d'emprunter auprès d'une banque. Vous doutez que toutes les banques sont relativement prêtes à nous faire des prêts intéressants. Mais on sait qu'il n'y a pas de crédit bancaire chez vous. Alors, justement, on ne veut pas ça, si vous voulez. Nous travaillons pour, si vous voulez, protéger un nom, maintenir un nom et pour le beau. Nous sommes limités dans notre travail par nos moyens financiers qui sont forcément limités. On veut avant tout rester dans l'extrême qualité, si vous voulez. Et je crois que si on développait trop l'affaire, je vous dis pas non plus de pas développer, je vous dis pas rester totalement toujours en arrière de la main, c'est sûr. Mais si on voulait passer à une autre dimension, si vous voulez, à une dimension de ce qu'on appelle communément une multinationale, bien que nous soyons déjà multinationaux, nous avons des affaires à droite à gauche, mais à une dimension bien supérieure, je pense que la qualité malheureusement en pâtirait. C'est comme si vous demandiez, si vous voulez, je sais pas, à un chef d'orchestre de jouer plusieurs concerts par jour, ou un peintre de peindre 2 fois plus qu'il ne peint, si vous voulez. La qualité s'en sentirait sûrement. Et vous savez, cette notion du beau, cette notion de qualité, c'est une énorme joie. C'est un grand, grand plaisir, franchement. Quand vous regardez une très belle pierre, et la pierre, c'est pas une question de moyens, les belles pierres, c'est la terre qui les produit. Quels que soient vos moyens, vous ne pouvez pas en acheter plus que la terre n'en produira jamais, si vous voulez. Quand vraiment vous prenez entre vos doigts une très très belle pierre, pas besoin d'être grosse, mais qu'elle est parfaite, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'on a. Je vous assure, c'est une émotion. C'est vraiment une émotion. Il y a des gens qui sont très émus, je crois, par exemple, par la musique, par exemple. Bon, je comprends parfaitement. On peut être ému par une belle femme, et pourquoi pas, et je le suis également, ça c'est sûr. Mais une belle pierre, c'est extraordinaire. Il y a une sensualité dans une pierre, si vous voulez, au sens propre du mot sensualité, c'est-à-dire l'éveil des sens. Extraordinaire, même le toucher, ça se touche, une pierre. Mais vous allez à la recherche d'une pierre, parfois, quelque part dans le monde? Ah oui, et c'est ça, une des grandes joies, je veux dire, de ce métier, si vous voulez. Une grande joie de ce métier, c'est de parcourir un petit peu le monde, enfin, les lieux où on peut trouver des pierres, et d'essayer de les couvrir, et surtout d'essayer de les comprendre. Qu'est-ce qui se passe, soit lorsque vous avez une pierre brute entre vos mains, ou une pierre qui est mal taillée, la regarder, la comprendre, et savoir que cette pierre brute ou mal taillée, vous pourrez en faire une pierre plus petite, mais idéale. Alors là, vous avez un dialogue qui s'engage avec la pierre, si vous voulez, un dialogue en même temps presque une lutte, en ce sens que la pierre n'a pas envie d'être attaquée, si vous voulez, mais elle a quand même envie de donner le maximum d'elle-même, de beauté. Alors il va falloir, ce qu'on appelle communément en termes de métier, c'est rentrer dans la matière, c'est lui faire perdre des carats, puisque dans notre métier on pèse en carats, lui faire perdre des carats pour la rendre
transcendante. Alors Alain Bouchon, tout à l'heure je disais que vous étiez à la fois artisan et directeur général. Vous avez la chance d'être l'héritier de votre maison, donc vous avez été entraîné. Vous auriez souhaité faire autre chose, sans doute vous aurait-on dit non, il faut rester dans le cœur de la famille. Mais comment devient-on à ce stade un professionnel? Car vous travaillez, vos collaborateurs sont des artisans qui ne vous pardonneront jamais de ne pas connaître votre métier. Alors, avez-vous fait des études ou avez-vous fait des apprentissages? Un petit peu les deux, et surtout, je crois qu'au départ, il y a un petit peu comme un sixième sens, je dirais presque un vice familial. Il est certain que j'aurais pu faire autre chose, professionnellement parlant, dans ma vie. Il est certain aussi, et ça j'en suis très reconnaissant à mes parents, ils ne m'ont jamais forcé. Ils auraient été évidemment, je suppose, terriblement déçus de savoir si un jour je leur avais dit je ne ferai pas ce métier. Je pense que ça aurait été une énorme déception, si vous voulez. Ils ne m'ont jamais forcé. Ils m'ont permis d'aller travailler dans les assurances à Londres, aux fameuses Lloyds. J'ai travaillé un petit peu sur la bourse américaine. J'ai travaillé ensuite, j'ai fait un service militaire dans la coopération, donc j'étais plus dans un service administratif, si vous voulez. Et à chaque fois, je me disais vraiment, c'est sympathique, c'est agréable, il y a des contacts merveilleux. La bourse à New York, c'est passionnant, si vous voulez, c'est sûr. Mais il n'y a pas cette extraordinaire vérité qu'il y a dans notre métier. Je ne veux pas dire que tous les gens de la bourse de New York sont des menteurs, c'est pas ce que je veux dire, mais vous avez une sincérité dans notre métier qui est extraordinaire. Et ça, je crois, si je la ressens, si vous voulez, c'est sans doute parce que je suis la quatrième génération. C'est là où je crois qu'il y a un peu un vice, d'une part, au départ. Il y a un petit peu, si vous voulez, un vice dans le bon sens du terme, quelque chose de merveilleux, si vous voulez. Un amour très très profond et un amour dont on ne peut pas se défaire pour ce métier. Alors sur le plan plus technique, oui, j'ai fait des apprentissages. J'en ai fait principalement 3. Un chez un diamantaire. Le diamantaire étant l'homme qui taille les diamants. Un chez un lapidaire. Le lapidaire étant l'homme qui taille les pierres de couleur, c'est-à-dire émeraude, rubis, saphir. Et ensuite un autre atelier à Londres, où j'ai fait un long stage d'apprentissage, à me couper les doigts, limer les ongles, taper sur les doigts, le taper sur le métal précieux. Vous êtes donc capable de faire un bijou? Je vous dis, j'en suis parfaitement incapable. Personnellement, j'en suis parfaitement incapable. Il n'y a pas de honte à le reconnaître. Pour être capable de faire un bijou, il faut minimum 5 ans d'apprentissage. Minimum. Bon, si vous voulez que donnez-moi un fil d'or, je serais capable de vous le tourner et de vous faire ce qui ressemble vaguement à une bague, si vous voulez. Enfin, c'est pas ce que j'appellerais un bijou. Mais l'apprentissage, vous avez l'art créatif. Vous dessinez? Je dessine très mal. Je devrais peut-être pas le dire non plus. Je dessine très mal, mais surtout, non, c'est bien cette sincérité. Cela veut dire que les autres le font très bien pour vous. Merveilleusement bien, je veux dire. Et c'est dans un dialogue, justement, avec des créateurs, avec des dessinatrices, par exemple, et avec un vague dessin fait avec un mauvais crayon sur un mauvais bout de papier, qu'on arrive à communiquer. Et ça, c'est aussi une des grandes joies de ce métier, si vous voulez, c'est communiquer une idée au départ, une idée de création, à un dessinateur, qui va la mettre sur le papier, qui va poser un problème. Le papier et le dessin, c'est 2 dimensions, longueur-largeur. Le joaillier qui va avoir le dessin entre les mains va devoir amener une 3e dimension à cet objet, puisqu'une notion de volume, de hauteur, si vous voulez. Il va donc falloir qu'il y ait une communication entre moi, personnellement, au départ, si vous voulez, le créateur-dessinateur, puis ensuite l'ouvrier joaillier. Et là, vous avez une communication permanente qui est merveilleuse. Quelles sont les plus belles pierres, à votre avis? Incontestablement, techniquement, les plus belles, si vous voulez, sont les diamants. Très personnellement, je vous dirais que les plus belles, pour moi, sont sans doute les rubis. C'est très subjectif, si vous voulez. Je pense qu'il y a un problème technique, c'est que les très très beaux rubis sont sans doute les pierres les plus rares. Que l'on trouve? Que l'on trouvait principalement en Birmanie, en Extrême-Orient. Il faut parler au passé? Il faut parler un petit peu au passé, oui, parce que malheureusement, tous ces pays, si vous voulez, pour des raisons plutôt d'ordre politique, ont tendance à se fermer. Il y avait des très belles mines en Extrême-Orient de rubis qui ont été fermées, puisque le pays, si vous voulez, le gouvernement actuel voulait nationaliser les mines. Ces mines appartenaient à des propriétaires privés qui n'ont jamais voulu que ces mines soient nationalisées, qu'on préfère les noyer, par exemple. Bon, on trouve d'autres sources, si vous voulez. Certains qu'on trouve d'autres sources un peu, pas tous les jours, mais relativement souvent. Enfin, on trouve d'autres sources quand les précédentes se sont épuisées, si vous voulez. En France, on peut trouver des pierres? Je crois qu'on a trouvé déjà des pierres précieuses en France, si vous voulez, mais à des quantités tellement négligeables que le prix d'exploitation n'en valait pas la peine, si vous voulez. C'est comme vous savez qu'on trouve de l'or en France, par exemple, dans certaines rivières françaises. Mais c'est pareil, on ne cherche pas à l'exploiter, c'est trop insignifiant, si vous voulez, comme valeur. Et puis, il y a quand même la tentation, c'est-à-dire fabriquer d'une manière totale une pierre, et peut-être même la vendre comme si elle était une pierre précieuse. Vous voulez parler quoi, de fausses pierres? Ah oui, ça peut exister, non? Non, vous savez, on pose souvent je réponds à la question de travers, mais on pose souvent une question. Est-ce que des femmes qui ont des très belles pierres font faire les mêmes en faux? Je n'en connais personnellement qu'une ou deux.
Quand vous avez la chance, car c'est une chance, vous parliez de chance tout à l'heure, de merveilleux hasard, de merveilleuse destinée, c'est une chance pour une femme d'avoir un jour une très belle pierre. Je crois qu'elle, si elle est capable de l'acheter, il y a quand même un effort financier, même si la personne qui l'offre ou si elle l'achète personnellement, ce n'est pas un grand problème, il y a quand même un effort, si vous voulez, financier et intellectuel. Quand vous avez accompli l'effort, vous n'avez pas envie d'être dans le faux après. Si vous voulez, c'est comme si on disait, est-ce que, je ne sais pas, vous recevez un merveilleux tableau, par exemple, est-ce que vous avez envie de faire la copie? Bon, il y a peut-être des problèmes de sécurité, etc. Mais vous garderez le vrai chez vous, je crois. Mais vous savez, les fausses pierres, ça ne communique rien. C'est froid. Mais la grande tentation, ce serait quand même la transmutation, non? Essayer d'inventer. Enfin, je sais bien que vous connaissez Cagliostro, le comte de Saint-Germain. Si vous voulez, on a ici... On a le droit de rêver, non? On a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Et bien notre métier, justement, est le rêve absolu, je crois. Notre métier est le rêve absolu. Le beau fait rêver. On a essayé de faire des fausses pierres qui ressemblaient tellement au vrai. Ça n'a jamais vraiment eu succès. On essaye maintenant actuellement de synthétiser les pierres, si vous voulez, de faire des synthèses extraordinaires. C'est pas vrai. Je vous raconterai une petite anecdote. Quand j'étais fiancé un jour, je demande à celle qui était à l'époque ma fiancée de venir place Vendôme. Ça me faisait plaisir, si vous voulez, j'étais flatté de pouvoir la présenter à mes collaborateurs. Et je croise dans la porte d'entrée, c'est notre chef d'atelier, qui avait vraiment pratiquement la main dans la poche avec une bague à la main. Donc vraiment pas la bague en évidence. Et je lui dis tout de suite, mais monsieur, elle est fausse cette pierre. De loin, si vous voulez, à 1 mètre ou 2. Il me regarde sidéré. Il me dit, je sais pas, on vient de me la donner, c'est pour une mise à grandeur, si vous voulez. C'est une taille, il n'a pas regardé la pierre. On a regardé, la pierre était fausse. Bon, d'abord, j'étais très fier vis-à-vis de ma fiancée d'avoir fait une telle remarque devant telle technique. On peut le deviner, vous pouvez encore le deviner de cette manière? Oui, ça se voit. Justement, il n'y a pas de communication. Et si vous voulez, très souvent, on nous demande des pierres et tout de suite, on est réservé, si vous voulez. Ça ne communique pas. Mais le faux, parfois, peut dépasser le vrai. Et c'est à ce moment-là le génie de l'artisan, non? Non. Le faux ne dépasse. N'oubliez pas que c'est la pierre qui a produit. C'est la pierre qui a produit nos pierres. Et la terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une cristallisation, si vous voulez, qu'on n'arrive jamais à reproduire. Jamais. Bon, on peut prendre un morceau, par exemple, de verre et le rendre intrinsèquement très très vert et très lumineux. Mais il y a quelque chose en plus. Et c'est là où je vous assure qu'il y a une sensualité dans les pierres, il y a une communication. Un morceau de verre ou un morceau de cristal parfaitement peint. Imaginez tout ce que vous voulez dans le monde plus absolu de la perfection. N'aura pas l'achatoiement, n'aura pas la même expression qu'une émeraude. Mais Alain Boucheron, vous allez jusqu'à aimer toutes les pierres, parce qu'il y a parfois, moi je connais des endroits où il y a des pierres, mais je dis des pierres, la pierre du Gave, oui. La pierre d'une grotte, la pierre d'une montagne, des pierres qui sont belles, les pierres pour lesquelles Roger Caillois aurait fait tellement de folie. Vous les connaissez ces pierres-là? Vous n'avez pas envie de travailler dessus? Même souvent, je me suis étonné qu'on ne puisse pas travailler sur du bois. Vous savez qu'on travaille sur du bois? Oui, mais enfin, à petite dose. À petite dose. En tout cas, pas vous. On a déjà fait des bijoux en bois. On fait des objets d'art parfois avec des parties en bois, si vous voulez. Toute matière, particulièrement les produits par la terre, a quelque chose de beau et quelque chose d'émouvant, si vous voulez. Cela dit, notre émotion, il faut le reconnaître, est quand même un petit peu technique. Or, je n'ai aucune émotion technique pour les pierres dont vous parlez, si vous voulez. En partie parce que je les connais, je veux dire, mal. Je connais mal toutes ces pierres... si vous voulez, disons, un peu secondaires par rapport aux pierres précieuses. On connaît les pierres semi-précieuses, bon, les turquoises, les aigues marines, les tourmalines, les topazes, etc. Mais les autres pierres, on les connaît mal. Notre métier est déjà tellement vaste, si vous voulez, ces pierres précieuses sont tellement vastes. Vous savez qu'il n'y a pas 2 pierres semblables. Qu'on se limite déjà... Enfin, personnellement, je me limite à ces quelques pierres précieuses que nous connaissons. Chaque pierre, à chaque fois, il y a un nouveau plaisir ou une nouvelle déception. On peut être déçu par une pierre. Vous en avez entendu parler. On vous annonce une pierre et vous y pensez et vous dites... Et vous ouvrez ce qu'on appelle le pli, c'est-à-dire la petite enveloppe dans laquelle est cette pierre... Et vous avez une petite déception. Vous pouvez être déçu par les pierres, comme vous pouvez être déçu dans la vie par des événements, si vous voulez, par des êtres humains. Et elles vous parlent, les pierres? Absolument. Absolument. Vous savez, il y a une chose extraordinaire. Venez un jour chez nous, discrètement, sans prévenir, et collez votre oreille sur la porte du bureau de nos experts. Et vous écoutez une conversation entre experts. Et vous entendrez parler de... Qu'est-ce que vous entendrez comme conversation? Elle est merveilleuse, elle est sympathique, elle est intelligente, elle est bien foutue, elle est brillante, elle est agréable. Et comme pour le vin. Et j'allais dire comme pour la femme. Je n'ai pas osé. Comme pour le vin également. Et c'est vrai, et c'est là où vous avez une conversation avec les pierres. Alors, chaque pierre étant une fois de plus individuelle, chaque fois une nouvelle conversation. Vous savez, s'intéresser à d'autres pierres, on pourrait, c'est sûr. J'ai pas le temps. Vous vous rappelez la première pierre qui est venue au bord de vos yeux? Je me rappelle une histoire quand j'étais tout petit. Je vais avoir, je sais pas, l'âge de marcher, peut-être 4-5 ans, si vous voulez. Et un soir... mon père a ramené à la maison une
une pierre qui n'était pas du tout une pierre importante, il ne l'aurait jamais ramenée à la maison, mais qui était une pierre techniquement très belle, si vous voulez. Et je le savais. Je savais qu'il devait rentrer à 7h, 7h30, 8h, je ne sais pas à quelle heure il rentre. Et la porte a sonné, je me suis précipité dans ses bras, non pas pour lui dire bonsoir, ce qui aurait été normal de la part d'un gamin de 4-5 ans. Je lui ai pris sa serviette, ce qui n'est pas très normal, ça. Je l'ai ouverte, ce qui est encore moins normal pour un enfant, si vous voulez, visiter son père. J'ai vu le pli à pierre, j'ai vu enfin un petit paquet, si vous voulez, que je connaissais, un petit paquet boucheron, et le verre, enfin bref. Et j'ai ouvert et j'ai regardé. Et j'ai eu, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ce serait ridicule de vous dire aujourd'hui, j'ai eu une émotion. Et ensuite j'ai dit bonsoir à mon père. Donc déjà vous étiez appelé. Sans doute. Alors je le sais, le stock que vous possédez est bien à vous. Absolument. C'est assez dire que vous avez les moyens. Absolument. Si vous voulez, c'est la chance, une des chances dont vous parliez tout à l'heure au début de cette émission. C'est un stock qui a été accumulé depuis 4 générations, si vous voulez. C'est un stock qui a été accumulé par un certain travail, qui augmente tant que la société continue à être bien gérée et qui augmentera d'année en année. Et j'espère, je dirais, ad vitam aeternam. Bon, mais c'est un outil de travail pour nous, si vous voulez. Une énorme joie, il y a un outil de travail. C'est une belle affaire pour les voleurs. Ah oui, ce serait une très belle affaire pour les voleurs, s'ils arrivent à sortir. Mais vous connaissez toutes vos pièces? Ah oui, par cœur. Et il y a pour vous le droit à la discrétion. Absolu. Nous avons un métier qui est basé uniquement sur la confiance. Et confiance égale entre autres discrétion. Nous sommes au courant d'histoires qu'il ne sera jamais question de raconter, si vous voulez. On l'a déjà dit plusieurs fois, vous devriez écrire vos mémoires, mais il n'en sera jamais question, si vous voulez. Connaissons des histoires intimes de certaines personnes, bon, c'est notre secret professionnel et nous y sommes attachés, mais à l'extrême limite. Puis on oublie souvent que les bijoux ont une histoire. Ils ont appartenu à quelqu'un, ils viennent de quelque part, ils ont été offerts à quelqu'un, et parfois même ils attendent quelque part. Mais il y a des histoires merveilleuses sur les bijoux. Il y a des histoires merveilleuses, des histoires sur les pierres, notamment les fameuses pierres. Vous avez des pierres au Louvre, par exemple, vous avez des pierres dans la couronne d'Angleterre, vous avez l'histoire du trésor d'Iran. Évidemment, l'Iran, on parle beaucoup de l'Iran actuellement avec les événements qui s'y passent. Vous avez des choses merveilleuses. Et le bijou est porteur d'histoire. Pourquoi? Parce que le bijou a toujours fasciné. 2, il a toujours été réservé à des gens, finalement, près du pouvoir, d'un pouvoir intellectuel, d'un pouvoir économique, d'un pouvoir politique. D'un pouvoir d'argent, surtout. Un pouvoir d'argent également, mais pas uniquement, si vous voulez. Et il y a toujours des histoires autour des pierres. Prenez le trésor, par exemple, le fameux trésor d'Iran. Vous savez qu'on appelle communément le trésor des 1001 nuits. Oui. Ce trésor est un trésor qui a été amassé vers le XVIIe, XVIIIe siècle, même XVIe siècle, si vous voulez, par les maîtres à l'époque de la Grande Perse, si vous voulez, qui avaient leur capitale Ispahan. Bon, ce trésor a été accumulé surtout en allant conquérir l'Inde et la Mongolie également. Les princes mongols, les empereurs mongols avaient des très très belles pierres. Et au moment des victoires, si vous voulez, des chefs perses sur les Mongols et les Indiens, ils amassaient les trésors. C'était les butins de guerre, si vous voulez. Et ils les ont ramenés en Iran, enfin en Perse à l'époque, pour constituer ce trésor des 1001 nuits. Ce trésor des 1001 nuits a été accumulé, et personne ne s'en occupait. Et c'était un jour, c'était en 1930, 31 à peu près, c'était mon grand-père, qui connaissait le père, si vous voulez, du chat qui vient d'être destitué, a été appelé pour expertiser ce trésor. Et il m'a toujours raconté, il m'a dit que c'était incroyable. Je suis rentré évidemment au palais, j'ai été escorté par les 7 plus grands dignitaires de la cour, on allait ouvrir les portes du fameux trésor, je pensais voir quelque chose d'extraordinaire. Et il me dit, la pièce était tellement petite et sale que tu aurais à peine osé y entreposer ta bicyclette, me disait-il quand j'étais tout gamin. Et il a expertisé, si vous voulez, ce trésor, il l'a regardé, si vous voulez, et ensuite on a fait, nous, dans les années 60, on a fait un musée, qui est l'actuel musée, le fameux musée qu'on peut voir dans les sous-sols des banques. Toutes les pièces sont encore là. Peut-on dire qu'aujourd'hui ces pièces appartiennent au musée, ont-elles été emportées certaines par le chat et d'autres ont été emportées par les autres en ce moment? Écoutez, comme on le dit. C'est très difficile. Il paraît que ça tout serait très difficile de le dire. Très honnêtement, très sincèrement, ça me paraîtrait extraordinaire que quelqu'un ait pu toucher à ce musée. Ce musée est situé dans les sous-sols de la Banque Milli, qui est un peu la banque d'État iranienne, si vous voulez. Ce musée a un système de sécurité affolant, si vous voulez, des herses qui pèsent des tonnes, des portes qui se ferment électroniquement, etc. Bon, peut-être les gens qui sont maîtres de la sécurité de ce musée ont pu servir, ça c'est sûr, car ils savent comment marche la sécurité. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous ne le pensez pas? Non. Et puis il y a une chose merveilleuse, prenez l'histoire. Au cours des plus grandes révolutions, au cours des plus grandes guerres, des plus grands drames, les œuvres d'art ont dans l'ensemble été préservées. C'est une chose merveilleuse, si vous voulez. Et je pense que ce musée, qui est extraordinaire, sera également préservé. Vous pensez que le trésor des 1001 nuits est vraiment le trésor des 1001 nuits? Votre grand-père vous l'a dit? C'était vraiment de très hautes pièces? Ah oui, vous avez
trône. On peut le chiffrer à combien? On peut donner C'est inchiffrable. Mon grand-père, quand on lui a demandé de l'estimer, on lui a demandé d'estimer sur le sceau du secret. Il veut dire qu'il est mort avec son secret. Et c'est inestimable aujourd'hui. Inestimable. Inestimable, il faudrait prendre pierre par pierre et regarder un travail de nouveau, un travail de titan à faire. Enfin, on a pour les pierres, lorsqu'on est près d'elles comme vous l'êtes, on a un amour charnel. Absolument. Alors, s'était-il attaché, vous l'a-t-il dit, s'était-il attaché à certaines pierres qu'il ne reverra plus jamais et que vous, forcément, vous n'en verrez pas? Je crois qu'on s'attache aux pierres, si vous voulez, c'est sûr. Moi, je me souviens de 2 pierres que nous avons eues entre les mains, qui étaient 2 diamants poires qu'on appelle jonquilles, c'est-à-dire de couleur de la jonquille, si vous voulez. C'est-à-dire un jaune avec une légère pointe d'orange dedans. J'avais été très attaché, si vous voulez. Elles étaient merveilleuses. Il y avait une expression dans la couleur de ces 2 pierres qui était fabuleuse. Bon, nous sommes des commerçants, si vous voulez, nous sommes tenus d'acheter et de revendre, ça c'est sûr. Bon, on peut malheureusement pas vous parler de problèmes financiers, c'est là où vous voyez qu'on est quand même limité. On aimerait garder des choses pour soi. On a une collection privée qui est plein d'eau, mais on aimerait en garder plus. Enfin, nous sommes tenus d'acheter et de vendre, si vous voulez. Ça, oui, c'est la gestion. J'imagine, Alain Boucheron, que vous avez quelque part des pierres auxquelles vous tenez, ne serait-ce que par le cœur, et que vous ne vendrez jamais. Oh, bah, c'est certain, ça. On finit par s'attacher, donc. Oh, bien sûr, on s'attache tellement. Je vous dis, on s'attache, vous me parlez de vin, je vous parlais de femmes, on s'attache... si vous parlez de vin, vous devez aimer le vin, mais une bonne bouteille, n'est-ce pas merveilleusement attachant? Aller dans sa cave, on a la chance d'avoir quelques bonnes bouteilles, et de les regarder, de les retourner, de les toucher. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Qu'on a la chance d'avoir une femme que l'on aime. N'est-ce pas merveilleux de s'entendre le plus souvent possible? On travaille tous, etc. Mais enfin, souvent, de la regarder, d'être simplement avec elle, sans plus d'autres artifices, sans... je m'excuse, sans radio, sans télévision, j'aimerais pas vous dire ça, mais sans rien, si vous voulez juste être avec elle, parler avec elle, tranquillement, n'est-ce pas merveilleux? Mais c'est pareil. Mais vous êtes dans le même temps, Alain Boucheron, victime d'un environnement et social et politique, comme vous avez dû être désespéré au cours des années de voir que toutes les têtes couronnées tombaient, car c'était quand même vos meilleurs clients. Quoique les régimes socialistes, même les régimes ou les régimes totalitaires sont quand même très gourmands. Hein. Vous savez, oui, certainement, il est certain qu'il y a plusieurs empires qui sont tombés brutalement récemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je crois à ce moment-là qu'il y a un autre point de vue. Il y a dans le monde actuellement une masse monétaire énorme qui circule, si vous voulez. C'est certainement une des raisons de l'inflation. Et cette masse financière désire être utilisée. Qu'elle soit utilisée par un empereur, qu'elle soit utilisée par un commerçant, qu'elle soit utilisée par un chef d'État, un ministre ou qui vous voulez, quelle importance sur le plan commercial, si vous voulez. Il y aura toujours, je crois, une clientèle dans le monde. Et mon grand-père me disait toujours, tant qu'il y a des femmes sur Terre, tu feras des affaires. Vous avez eu la chance de regarder d'à peu près les bijoux de Bokassa, les diamants de Bokassa. C'était de vraies pièces ou bien on en a dit beaucoup trop à ce sujet? Si vous voulez, je crois qu'on en a dit beaucoup à ce sujet. Tous ces bouchons. Je crois qu'on en a dit beaucoup à ce sujet. Ce qu'on sait, ce que je sais personnellement, c'est que l'ex-empire, la République centrafricaine, produit donc des diamants. Je ne crois pas en très grande quantité et je ne crois pas non plus en très belle qualité. Vous avez acheté en Centrafrique? Non, on ne peut pas acheter en Centrafrique. Mais avant, Non, mais même maintenant. Vous savez, il y a un système très simple. Il y a une société dans le monde qui s'appelle la De Beers. Et la De Beers contrôle 86% du marché du brut. Donc l'intégralité de la production centrafricaine va entre les mains de la De Beers, dont le siège est à Londres, et c'est là que l'on rachète les pierres. Mais les pierres sont mélangées. Les pierres d'Afrique du Sud, les pierres de Centrafrique, les pierres du Brésil, les pierres de Russie même sont mélangées. Et quand vous achetez des pierres à la De Beers, si vous achetez 10 pierres, il y en a peut-être une de Centrafrique ou aucune, peut-être 3 de Russie ou aucune, peut-être 4 du Brésil ou aucune. Donc, vous ne savez jamais, si vous voulez, quand vous avez les pierres entre les mains, l'origine exacte de votre lot de pierres. Vous le savez dans les pierres de couleur, parce que par la couleur des pierres, vous pouvez dire, tiens, c'est un saphir du Cachemire, tiens, c'est un saphir de Birmanie, tiens, c'est un saphir de Ceylan. Ça, si vous voulez, c'est l'œil que vous finissez ça, parce que vous avez des matières différentes. Mais un diamant, c'est impossible de voir, sauf peut-être sur ce qu'on appelle les vieilles mines, c'est-à-dire les vieilles mines qui étaient en Inde autrefois dans la fameuse région d'Hyderabad. Là, il y a une cristallisation légèrement différente, qui est très très belle, qui est vraiment encore plus brillante. Mais sinon, on ne sait pas d'où viennent les pierres. Quel est le pays le plus privilégié au monde, celui qui pourrait produire les plus belles pierres? Alors, historiquement, ça a été l'Inde. L'Inde, c'était fabuleux. Mais aujourd'hui encore, toutes les mines indiennes sont épuisées. Les fameuses mines... Il doit y avoir quelque part, et sans doute, ils ne sont pas nombreux, c'est qu'ils savent, mais ils doivent connaître les endroits où l'on pourrait encore trouver si vraiment on donnait toutes les autorisations.
Si vous voulez, oui, certainement. Il y a certainement ces pierres ont appartenu surtout à des Maharajas en Inde. Et vous avez des trésors chez certains Maharajas indiens. Vous avez acheté, vous, au Maharaja? Extraordinaire. Oui, on a souvent acheté au Maharaja, si vous voulez. Mais il y a une grande vente célèbre qui s'est passée il y a quelque temps. C'était le Nizam d'Hyderabad. Hyderabad était la région où étaient ses mines, qui a vendu une partie de sa collection, sur la collection de sa famille, si vous voulez. Bon, mais aujourd'hui, le principal producteur de pierres est incontestablement l'Afrique du Sud. Incontestablement. Vous essayez d'aller à la chasse, je ne dirais pas au trésor, mais aux bijoux, c'est-à-dire que, comme vous connaissez très bien les endroits où se trouvent les fameuses pierres précieuses, vous devez attendre le bon moment pour les acheter, de la même manière qu'un amoureux de tableau sait où est son Velázquez, son Van Gogh ou son Goya. Et il se dit, un jour, peut-être, je l'aurai. On est souvent comme ça, je veux dire, on est souvent à rêver de telle pierre. Même alors, quelle est la pierre que vous souhaiteriez avoir aujourd'hui? Celle que vous n'avez pas, hein. Je ne vais pas vous demander celle que vous avez. Écoutez, ça c'est une bonne question, c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre parce que j'ai entendu parler de choses tellement extraordinaires que vous dire laquelle peut-être je crois justement certains diamants anciens des mines de Golconde. J'aimerais beaucoup trouver un jour un diamant pas gros, une dizaine de carats si vous voulez, c'est pas très gros, d'une forme qu'on appelle coussin, c'était un peu un carré avec des coins arrondis, et avec cette matière des mines de Golconde. Et ça, il y en a certainement en Inde. Il y en a certainement en Inde, je ne sais pas où. Ça, j'ai aucune idée où, mais il y en a certainement en Inde. Et ça, je veux dire, ça a toujours été mon rêve. Trouver un diamant Golconde, je sais pas, c'est quelque chose ça serait extraordinaire pour moi. Quel est le bijou le plus cher au monde? Et il vaut combien? Le bijou le plus cher au monde doit être dans un de ces musées dont on parlait, si vous voulez. Très certainement dans ce trésor des mille et une nuits. Combien il vaut? Il peut valoir des milliards d'anciens francs. Mais, quelle importance combien il vaut? Ah bah si, quand même. Admettons alors que vous ayez... Ça vous intéresse de savoir combien il vaut? Oui, non, ça m'intéresse parce que vous êtes là, Alain Boucheron. Admettons que vous ayez la possibilité d'acheter un bijou, un brillant, je ne sais pas comment vous appellerez, une pierre précieuse, le prix 5 milliards de centimes. Oui. Pouvez-vous, comme certains qui achètent un Velázquez, ça s'est déjà fait, on a acheté un Velázquez 3 milliards, d'ailleurs ces Velázquez valent beaucoup plus cher aujourd'hui, vous pouvez vous décider d'une minute à l'autre, j'achète, pour voir la puissance de votre maison. C'est sûr qu'on peut le décider si vous voulez. C'est sûr, il y a d'ailleurs une fascination dans la puissance d'achat, si vous voulez, une certaine fascination, et une fascination dans la puissance de vente aussi. Quand vous avez en face de vous un monsieur qui fait un très gros chèque ou un très gros virement, il y a une fascination qui s'exerce du monsieur sur vous. Il y a la fascination. On peut vous faire ce chèque de 5 milliards. À partir du moment où vous avez acheté, on vous achète. Absolument, absolument. Et vous, à ce moment-là, même peut-être avec 1 milliard de bénéfices. Vous savez. Non, vous seriez un très bon gestionnaire. Non, moi je suis un très mauvais commerçant. Moi, sur 5 milliards arrivés en gagnage, monsieur Chancel, si vous êtes libre, je vous embauche demain matin. Mais il est vrai, en revanche, que vous avez de redoutables concurrents. Et on peut dire que dans votre métier, et on parle toujours de la haute joaillerie. Bon, je dois dire qu'il y a des loups qui ne sont pas affamés, hein, non, mais qui ont des dents très longues. Bien sûr. Mais d'abord, est-ce que vous connaissez un métier où il n'y a pas des dents très longues? Tous. Non, chez vous particulièrement. Je ne croyais plus chez nous que chez les autres. Enfin, écoutez, on le dit, moi. C'est possible. Je ne crois pas plus chez nous que chez les autres. Je crois, si vous voulez, qu'il y a dans notre métier toujours, il y a quelques sociétés mondialement connues qui existent depuis un certain temps, si vous voulez, qui ont pignon sur rue. Et qui sont, vous le disiez un peu au départ, finalement très en vue. Donc ça peut créer une certaine animosité, une certaine jalousie. Alors il est certain qu'il y a d'autres sociétés qui se créent plus récemment, si vous voulez, et qui essayent, qui espèrent un peu rattraper, si vous voulez, ces sociétés plus internationalement connues. Bon, c'est certain, comme dans le monde, je suppose, de la couture, il y a des tas de couturiers qui doivent espérer rattraper les grands de la haute couture, si vous voulez, comme le monde du parfum, etc. Bon, et finalement, l'expérience montre que depuis beaucoup d'années, les grands du parfum sont finalement un peu toujours les mêmes, les grands créateurs de la mode, vraiment les très très grands, sont finalement pas si nombreux que ça. Et dans notre métier, on a beaucoup de gens qui essayent, on a un métier qui est fascinant par la beauté, qui est fascinant aussi par les chiffres, c'est certain. Vous disiez, on en reçoit parfois des très gros chèques, c'est sûr, et c'est fascinant de recevoir un gros chèque, si vous voulez, c'est une affaire que vous avez bien menée. Ça attire donc beaucoup de monde. Mais la vérité parle d'elle-même, si vous voulez. Les gens se sont éliminés souvent très vite, souvent dramatiquement, mais ne souhaitons pas de drame. Ils s'éliminent d'eux-mêmes, si vous voulez. Non. Si vous avez un collaborateur qui n'est pas valable, même dans toute la vie, c'est l'exemple de la vie, il s'éliminera de lui-même, si vous voulez, quel que soit son niveau. C'est pareil dans notre métier. C'est un métier très technique, c'est un métier très difficile. Très difficile, je ne devrais pas le dire, c'est prétentieux, mais c'est un métier où vous donnez tellement de vous-même, si vous voulez. Vous êtes combien à travailler dans cette discipline? Quoi de joaillier? En France. En France,
En France, très nombreux, les bijoutiers. Artisans compris, tout le monde. Artisans compris, très nombreux. On est, je crois, dans les 24 000. Donc c'est énorme, si vous voulez. Mais il y en a très peu qui sont à un très très niveau de joaillerie. Attention, quand je dis 24 000, il y a les bijoutiers et les joailliers. C'est une notion un peu différente. Le bijoutier est l'homme qui travaille les métaux précieux, exclusivement. Et le joaillier est l'homme qui travaille les métaux précieux et les pierres précieuses simultanément. Et l'orfèvre. L'orfèvre est l'homme qui travaille aussi les métaux précieux, mais surtout l'argent. Alors Alain Boucheron, on va immédiatement gommer les gros chèques, les grosses sommes. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le beau, c'est la qualité, c'est la belle pierre, c'est ce que tous les yeux peuvent regarder, c'est ce que tout le monde peut aimer. Et ce qui est bien, c'est qu'on ressent tout de suite que vous aimez vraiment avec tout votre cœur ce métier. Et ça c'est vrai, on le sent dans les mots, on le sent dans les intentions. Donc en fait, vous serez toute votre vie, vous avez de la chance, un artisan. C'est vrai, et justement, vous parliez de gaieté, et vous parlez d'artisans, je voudrais vous raconter une anecdote qui se passe souvent chez nous. Nous avons notre atelier, si vous voulez, Place Vendôme, notre atelier de création et de monture, et très souvent nous entendons chanter dans notre atelier. C'est merveilleux. Moi, je rentre dans notre atelier, je viens voir tous ces artisans merveilleux, et ils chantent. Pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, si vous voulez, au métier. C'est-à-dire que ces gens sont heureux, ils travaillent, c'est pas pour ça qu'ils travaillent pas sérieusement. Ils sont mieux payés qu'ailleurs? Pas du tout, ils ne sont absolument pas mieux payés qu'ailleurs, mais ils aiment fondamentalement ce qu'ils font, ils sont heureux. Si vous voulez, je crois qu'on a rarement été... Il n'y a pas beaucoup de bureaux en France où on trouve des gens qui chantent, vous me direz, vaut peut-être mieux. Mais non, mais ça prouve la gaieté de ce corps de métier, si vous voulez. Mais c'est la création qui est en cause. Si vous savez, c'est merveilleux, vous partez l'artisan joaillier a un tas d'or, un petit tas d'or, si vous voulez, un petit tas de platine par exemple. Et uniquement par un travail purement manuel, vous savez qu'on n'a pratiquement pas un outil électrique. Le seul outil électrique, une espèce de petit tour qui tourne plus ou moins vite. Sinon, ce sont que des outils manuels, des petites scies, des petites limes, des petits marteaux, des pinces, des tenailles, etc. Et un homme... La limite humaine. Absolument. Un homme est capable, par ses seules mains et ses yeux, et son bon goût, de prendre son petit tas d'or, de modifier cet or, de passer parfois... Vous savez que certaines pièces demandent 5 à 6 000 heures de travail. Les pièces plus exceptionnelles, c'est très rare, mais enfin certaines pièces, une pièce moyenne demande facilement 500 000 heures de travail. Passer donc 500 heures, et au bout de 500 heures, vraiment faire un joyau. Mais vous permettez, Alain Boucheron, à ces artisans, à ces ouvriers, d'aller sur les terrains, d'aller au Brésil, d'aller en Russie, d'aller en Afrique, voir la pierre, essayer de la découvrir, d'aller sur les lieux du beau. Parce que ça serait formidable pour eux. Si vous voulez... Non, ces artisans ne vont pas en Afrique, ne vont pas en Russie, au Brésil, etc. Mais la pierre, on leur apporte la pierre, si vous voulez. On leur apporte la pierre taillée. Ce serait difficile pour eux, si vous voulez, de se prendre. C'est difficile d'aller en Afrique du Sud et de voir des pierres. Vous savez, c'est pas permis à tout le monde. Il y a des problèmes de sécurité très graves, etc. On leur apporte les pierres et on leur demande leur avis. Et très souvent, d'ailleurs, un ouvrier nous dit, notamment cette notion de volume, il dit, mais je crois que cette pierre serait... Très souvent, il ne le dit pas, il le fait lui-même, parce que ce sont des gens tellement merveilleux qu'ils n'ont pas besoin de demander s'il faut monter ou baisser une pierre l'une par rapport à l'autre. Ils le font eux-mêmes, ils le sentent, justement. Il y a une chose qui s'appelle, dans le métier, c'est la mise en forme. C'est-à-dire que vous avez votre tas, par exemple, de 50 pierres, de petites pierres, et il faut les mettre en place. C'est-à-dire à quel volume on va les mettre, à quel niveau, etc. Ça, presque de la sculpture. Et puis maintenant, vous travaillez le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Oui, il y a maintenant 10 ans, 12 ans à peu près. On était un jour avec mes parents à Munich, en Allemagne. Il y a un merveilleux musée à Munich, qui est le plus connu de tous, qui est la Pinakothek, mais surtout, il y a un autre musée qui s'appelle le Residence Museum, un peu moins connu. Mais dans ce musée, il y a une collection d'objets d'art allemands et italiens du 16, 17, 18e siècle, en cristal de roche. Des choses mais merveilleuses, des hanapes, des coupes, les objets qu'on faisait à l'époque. Et je veux dire, nous avons vraiment eu un choc pour cette matière, le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est pas nous qui l'avons inventé, très bien sûr, mais on l'a senti ce jour-là. C'est là où on a eu un dialogue. Je vous parlais de dialogue tout à l'heure. On a vu cette collection d'objets d'art. On était un peu tranquille, je me souviens, c'était en semaine, il n'y avait pas grand monde dans le musée, nous étions en vacances. Et nous avons eu une émotion pour ce cristal de roche. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, cette matière est trop belle pour qu'on n'en fasse pas quelque chose. Et depuis donc maintenant 10 ans, on a créé une collection d'objets d'art en cristal de roche, très difficile à tailler, très très difficile à tailler, parce qu'on part d'un bloc en cristal et on le taille pour en faire des oiseaux, des animaux, des objets parfaitement inutiles, l'objet d'art, si vous voulez. Et il y a parfois des lumières, ce cristal de roche qui a des inclusions, celui qui est une pierre donc naturelle, c'est pas du cristal de chez Baccarat, c'est absolument naturel, a des inclusions dedans qui donnent une lumière et une sensibilité extraordinaire à l'objet. Mais Alain Boucheron, vous avez essayé de savoir, de connaître l'histoire des bijoux, de savoir à quel moment, par exemple, est venu le premier bijou. On connaît les origines? On les connaît de manière... Adam a offert quelque chose à Ève?
l'histoire raconte qu'Adam va faire une pomme à Ève, ou Oui, l'inverse. il y a peut-être quelque chose Mais- à côté de la pomme, non? Si vous voulez, je ne sais pas. La première notion de bijou, si vous voulez, Pas un remonte. caillou, hein. Oui, c'est déjà plus un bijou. La première notion de bijou apparaît dans l'histoire ancienne grecque, si vous voulez. Dans certains écrits, on trouve le mot d'Adamas. Adamas veut dire l'invincible, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on appelait les pierres le diamant à l'époque. C'est la première référence qu'on ait dans l'histoire, si vous voulez, de l'histoire mondiale, référence à une pierre, donc à un bijou. L'histoire des bijoux est assez passionnante. Disons qu'elle commence quand même plus récemment, si vous voulez. Elle a commencé quand, surtout... Bon, il y a des bijoux dans l'histoire romaine, c'est sûr. Il y a des bijoux dans l'histoire égyptienne. Enfin, les bijoux... Regardez en Afrique, les magnifiques Il y a des bijoux, choses par exemple, au extraordinaires. Soudan. Des choses extraordinaires en Afrique, extraordinaires. L'histoire du bijou joyaux, si vous voulez, donc avec des pierres, remonte plutôt à partir du Xe siècle, plutôt, si vous voulez. L'histoire du bijou remonte à des dates beaucoup plus anciennes. Justement, l'Afrique, si vous voulez, ça remonte à des temps un peu immémoriaux, mais c'est uniquement l'emploi de l'or. Le bijou est relativement plus récent. Il y a des très belles histoires, il y a des histoires notamment sur les pierres, surtout. L'histoire du bijou, il y a l'histoire du collier de Marie-Antoinette qui est connue, il y a l'histoire de cette pierre qui s'appelle le Koh-i-Noor, qui veut dire une montagne de lumière, qui est une histoire, si on a 30 secondes, je peux vous la raconter, si vous voulez. Enfin, une des anecdotes de cette pierre. Cette pierre appartenait à un empereur mongol et venait d'être battu, écrasé militairement parlant par un général d'origine turque, mais en fait qui était le maître de la Perse à l'époque, qui s'appelait Nadir Shah. Et Nadir Shah voulait son butin de guerre. Il avait entendu parler de ce fameux Koh-i-Noor, qui pèse plus de 100 carats. Mais l'empereur mongol s'est dit, la seule chose qui me reste, c'est ma pierre. Il l'avait cachée dans son turban. Il est invité, mais Nadir Shah l'apprend. Nadir Shah l'invite à un déjeuner pour réconcilier les adversaires d'il y a quelques jours. Et au cours du déjeuner, Nadir Shah lui dit, en s'adressant à l'empereur, vous savez, la tradition dans mon pays, la Perse, c'est d'échanger les coiffures au cours du déjeuner. Et donc, Nadir Shah a donné sa coiffure, qui ne valait pas grand-chose, il a pris la coiffure de l'empereur mongol. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé possesseur de la pierre, si vous voulez. Bon, c'est une histoire qui est sans doute une légende, si vous voulez, mais qui est merveilleuse. Qui possède le Koh-i-Noor aujourd'hui? Le Koh-i-Noor, aujourd'hui, il est à la couronne d'Angleterre. Il a été acheté, je crois, vers les années 1930. Parce qu'il est resté très longtemps en Perse. Il a été revendu en Inde, ensuite. C'est un des Maharajas qui l'avait. Et qu'il a vendu vers les années 30, 25-30 à la couronne d'Angleterre. Donc les bijoux, en passant par les bijoux, on pourrait connaître l'histoire du monde à peu près. On connaîtrait des histoires extraordinaires. L'histoire des hommes, l'histoire des femmes. L'histoire des hommes, l'histoire des femmes. Vous savez, on raconte beaucoup de choses. Les bijoux racontent des pierres qui ont porté malheur. Vous avez un diamant de couleur bleue, ce qui est déjà rare en soi, qui s'appelle le Hope. Et le Hope on a souvent dit que le Hope avait porté malheur. On dit que Louis XIV l'avait acheté quelques mois avant de mourir. Donc on aurait pu dire qu'il était responsable de sa mort. On dit que Louis XVI était très très amateur du Hope. Louis XVI est mort, vous savez comment, ainsi que sa femme. On a dit également que le Hope après avait appartenu à un sultan indien qui est mort empoisonné. On a dit que le Hope avait appartenu à un banquier anglais qui est mort ruiné. Et sa femme a vendu la pierre et après l'avoir vendue, s'est suicidée avec sa fille. On a raconté beaucoup de légendes, si vous voulez. Mais comme disait l'arrière-grand-mère de ma femme, ne gâchez jamais une belle histoire avec la vérité. Et il y a beaucoup de légendes dans tous les bijoux, si vous voulez, c'est sûr. Bon, c'est de la légende, mais c'est sympathique comme ça. Vous êtes quand même les derniers à faire revivre ou vivre un monde, parce que c'est vrai, autrefois vous aviez les têtes couronnées, il en reste quelques-unes, mais vous avez d'autres têtes couronnées aujourd'hui qui s'appellent princes arabes. C'est le pétrodollar qui encourage vraiment à d'autres aventures, et vous savez mieux que qui que ce soit, il est parfois étrange de voir à certains endroits des jeunes femmes tout à fait charmantes, appartenant d'ailleurs à vos environnements, c'est-à-dire à la grande bijouterie française, la joaillerie, et qui sont à la poursuite des princes arabes, qui sont de merveilleux représentants auprès d'eux. Sûr, si vous voulez, les princes arabes, d'abord il faudrait peut-être un peu démystifier, si vous voulez. Il est certain. Pas tellement démystifier, vous savez, lorsqu'ils perdent les fortunes qu'ils perdent au casino, ils peuvent se permettre tout le reste. D'accord, mais vous savez qu'il n'y a pas que les princes arabes qui perdent de telles fortunes. Ah bon? Il n'y a pas que les princes arabes. Vous parlez des casinos, je ne sais pas, allez dans des casinos aux États-Unis, vous verrez des Américains perdre des fortunes colossales également, si vous voulez. Donc il est certain que les princes arabes ont des moyens à leur disposition colossaux, c'est sûr, avec le pétrole. Mais il est certain aussi qu'ils achètent beaucoup parce qu'ils aiment ça. Incontestablement, les Arabes aiment les pierres, si vous voulez. Je crois que relativement peu de personnes, au Moyen-Orient par exemple, relativement peu, et je dis je crois, je n'en suis pas sûr, achètent par exemple de très beaux meubles. Je crois relativement peu. On a parlé de la collection Wittgenstein rachetée par Akram Auger, d'accord, mais sinon, ils n'ont peut-être pas la sensibilité pour les meubles, mais je peux vous assurer que pour les bijoux, ils ont une sensibilité parfaite, et vraiment, ils ont un plaisir à acheter ça. Et ils ont un plaisir à offrir et à parer leur femme, si vous voulez. Mais Alain Boucheron... Je crois que c'est un moyen...
Il y a dans le bijou une notion qu'il ne faut jamais oublier, une notion de puissance. Et l'homme qui offre à une femme, qu'il soit l'homme du Moyen-Orient ou du pôle Nord ou du pôle Sud, ça n'a aucune importance, un sentiment de puissance en offrant, si vous voulez. Quelque chose qui est puissant, soit une pierre est puissante, en soit une puissance de communication, on dit une puissance de beau. Et il communique sa puissance, il affirme sa puissance en offrant une chose, un bijou. Mais il y a quelques années, on disait que les Français étaient de plus en plus fanatiques du bijou. Même un chiffre avait été donné il y a une dizaine d'années. Je ne sais plus si on a donné des chiffres au cours de ces dernières années. Mais en 70, je crois, on disait qu'on avait vendu pour 20 milliards de centimes de bijoux. Enfin, 200 millions, pour parler en francs d'aujourd'hui. En francs d'aujourd'hui. C'est très possible. Si vous voulez, le chiffre aujourd'hui serait certainement beaucoup plus important. Vous devez le connaître, vous, non? J'ai pas des chiffres officiels sur l'ensemble de la corporation. J'en ai pas, mais je dirais qu'il est certainement... Quel est votre chiffre d'affaires? Notre chiffre d'affaires, si vous voulez, est de l'ordre de 100 millions de francs. Mais dans ce chiffre d'affaires, il y a un chiffre d'affaires en partie à l'exportation. Tout en pierre, hein? Non, en pierre et bijoux. Vous savez qu'on peut trouver chez nous des bijoux en or d'un prix abordable, autant que l'or soit abordable aujourd'hui. Si vous voulez, mais on trouve des bijoux en or, et des bijoux avec des pierres. Tout est abordable dans vos maisons ne sont condamnées quand même, ne sont plutôt ouvertes qu'à ceux qui ont les moyens. Qu'appelez-vous avoir les moyens? Je voudrais savoir comment vous accueillez. Vous êtes très accueillant, parce que c'est vrai, il faut avoir une certaine qualité de la vie pour accueillir les gens qui viennent chez vous. Mais j'imagine que vous êtes beaucoup plus sensible à l'entrée d'une femme ou d'un homme pourvu de moyens importants qu'à celle d'un monsieur ou d'une dame qui ne s'avancerait pas avec un portefeuille très garni. Si vous voulez, d'abord, il y a un proverbe qu'il ne faut jamais oublier, l'habit ne fait pas le moine. Et ça, je vous assure que dans notre métier, c'est totalement vrai. Vous savez, quand on fait des expositions, par exemple, dans le milieu de la France, et que vous voyez pour la première fois de votre vie un monsieur qui est presque en costume de bain, disons qu'il a le temps de mettre un short et une vague petite chemise ou un polo, et vous apprenez après que c'est un des hommes les plus fascinants du monde et les plus fortunés du monde, je vous dis, il faut faire très attention, la vie ne fera jamais le moine. Mais il est certain qu'on préfère voir entrer chez nous une femme dont le compte en banque est plutôt important qu'une femme qui n'a pas d'argent. Ça, c'est sûr. Mais vous êtes d'abord des commerçants. Nous sommes des commerçants, si vous voulez, c'est sûr. Mais beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens rentrent chez nous pour regarder tout simplement, si vous voulez. On peut regarder? Bien sûr qu'on peut regarder, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il y a une chose amusante, la curiosité des peuples est très différente. Il y a des peuples dans le monde qui sont beaucoup plus curieux. Les Français ne sont pas très curieux dans l'ensemble. Mais vous pourriez... Oui, je vous en prie. Il doit peut-être, si vous voulez, évidemment, les garçons ont une fascination. Nous avons un produit fascinant. Nous avons un cadre fascinant, dont nous exerçons une fascination. Et nous sommes fiers de l'exercer. C'est fabuleux de fasciner les mondes. Oui, mais justement, Alain Boucheron, votre stock, votre collection personnelle, vous pourriez un jour la montrer? Vous pourriez organiser une exposition où on verrait tout ce que vous avez? Et ce serait intéressant, même parce que vous avez des concurrents sérieux qui portent des noms qui brillent un peu sur toutes les facettes du monde. Tous ces gens-là réunis qui feraient une formidable exposition et on verrait tous les plus grands bijoux du monde. Je vous promets que tous ceux qui n'en ont pas seraient ravis d'être heureux, ne serait-ce que par leurs yeux. Vous savez que nous l'avons déjà fait, nous le faisons. Oui, mais par petite densité, je dirais, Oui, c'est sûr, mais par exemple, quand nous organisons au Georges V, je crois que c'est tous les 2 ans, une exposition avec les plus grands joailliers français qui sont là et qui montrent leurs plus belles pièces et leurs plus belles créations, c'est ouvert absolument à tout le monde. C'est une exposition qui est gratuite, d'ailleurs. Il suffit d'aller dans les sous-sols de l'hôtel Georges V pour voir cette exposition. Bon, c'est difficile à faire, il faut pas oublier que nous sommes quand même, vous le disiez, commerçants. Nous devons laisser du stock en permanence dans notre société qui est située place Vendôme, si vous voulez. Le meilleur lieu d'exposition, c'est quoi? C'est la place Vendôme. C'est fabuleux. C'est une galerie commerçante, la place Vendôme. C'est la galerie commerçante des joailliers. Mais on s'aperçoit, Alain Boucheron, que ce métier, qui vous a été donné par vos ancêtres, aura quand même organisé toute votre vie, aura même fait la belle vie que vous avez. Car c'est un épanouissement. Et là, vous êtes un privilégié. Absolument. Mais vous le reconnaissez. Oh, mais c'est merveilleux. Et je remercie le ciel, pas tous les jours dans une expression, mais je vous ai dit au début, j'ai beaucoup de chance dans la vie, c'est absolument vrai, j'ai une chance incontestable. J'exerce un métier que j'adore passionnément. Que pouvez-vous souhaiter d'un n'importe quel individu sur Terre de mieux que d'aimer quelques personnes qu'il a autour de lui, par exemple sa femme, sa famille, si vous voulez, quelques bons amis, n'allons même pas grand nombre, quelques personnes, et pour un homme qui a une vie professionnelle, d'aimer son métier. C'est pas l'apothéose de la vie? Je suis convaincu que vous aimez votre métier, vous avez une réputation dans ce métier qui fait que vous ne pouvez pas l'exercer si vous n'aimiez pas. On peut être certainement un très bon journaliste avec énormément par professionnalisme, mais le petit quelque chose en plus. Oui, il faut l'aimer, si vous voulez, il faut l'aimer. Mais c'est justement la chance de certains, et c'est peut-être là le privilège dans tous les domaines, c'est de faire un travail que l'on aime.
Mais c'est un Et privilège cela n'a énorme. pas de prix. C'est un privilège énorme. Et cela n'a pas de prix, c'est absolument vrai. Alors, à plusieurs reprises, vous avez employé le mot beau, le mot qualité. Vous pouvez donner une définition personnelle du mot beau? Parce Si qu'on vous voulez- on peut s'entendre de différentes manières sur la beauté. Sur la beauté, alors en ce qui concerne notre métier, si vous voulez, Sur le beau en général. je crois que le beau est une certaine harmonie. Une harmonie, je dirais, des formes et des couleurs, principalement. Et je crois que lorsque cette harmonie est parfaitement respectée, aussi bien donc sur la forme que sur la couleur, vous pouvez arriver à l'émotion que doit créer le beau. Prenez par exemple, je ne sais pas, une femme. Pourquoi dira-t-on que cette femme est belle, si vous voulez? C'est parce que son visage, les traits de son visage, il y a un joli contour, un joli dessin, c'est la forme, si vous voulez. Bon, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau jouera. Prenez un immeuble, si vous voulez. Un immeuble, vous avez la forme qui joue. À Place Vendôme, par exemple, c'est extraordinaire. C'est dû à la beauté à Place Vendôme est un peu due à sa forme. Bon, et due à la couleur de la pierre. Est-ce que Vous ne pourriez pas vous installer ailleurs. Hein. Non, franchement, non. Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez l'occasion de passer de temps en temps à Place Vendôme, passer Place Vendôme, notamment évidemment quand il fait meilleur qu'aujourd'hui, c'est un peu gris, Paris est triste. Au mois de juin, le matin de bonne heure, à midi et le soir, je vous assure que la pierre, ce n'est pas la même pierre, elle change de couleur. Harmonie des formes et des couleurs, une fois de plus. Je voudrais savoir si vous avez le même attendrissement devant un très beau tableau, devant un très beau meuble, devant Honnêtement, oui. un autre objet d'art qui ne serait Honnêtement, ni oui. un bijou ni une pierre. Honnêtement, oui, et c'est une émotion. Et je vous assure, je ne suis pas du tout connaisseur, malheureusement, en tableau et en meubles. Je crois que ça demande des dizaines d'années d'études, de travail, de recherche. Mais je sens une émotion tout à fait spontanée. Et je me surprends parfois, les meubles, pas les tableaux, parce qu'on risque les meubles de les toucher. J'aime toucher les pierres. Les pierres, bon, on pourrait me dire, pourquoi toucher une pierre? Il suffit de la regarder. C'est idiot, toucher une pierre. Non, il faut toucher une pierre. Et un meuble, j'aime le toucher. Vous avez certains ébénistes qui ont su mettre des courbes sur leur marqueterie, par exemple. C'est extraordinaire. Je suis sûr que toucher cette courbe de marqueterie, vous avez un plaisir fabuleux. Mais quand même, tout ce beau, tout ce bonheur que vous avez est réservé à quelques-uns, puisque si l'on fait bien les comptes, 90% des acheteurs sont les investisseurs. Sont ceux qui peut-être garderont pour les autres, pour demain. La notion d'investissement est différente. Ça, c'est une seconde facette de notre métier. On a deux sortes d'amateurs. On a l'amateur du beau pour le beau, d'objets d'art. À la limite parfaitement inutile, d'accord, mais c'est le beau. Et on a l'investisseur, qui achète pour une raison purement financière. C'est différent. Mais j'ai l'impression, Alain Boucheron, car il est maintenant 17h59, que pour vous, malgré les pierres précieuses, il y a encore plus précieux dans la vie, non? Ah, peut-être pas. Si. Vous voulez que je vous dise? Oui. Il y a ma femme. Merci, Alain Boucheron. « 17h59 et une vingtaine de secondes. J'ai accueilli aujourd'hui Alain Boucheron. Je crois qu'il a bien parlé de son métier, car c'est un art. Et c'est un art de vivre pour certains et pour les autres. C'est l'art de savoir regarder. Demain, ou plutôt non, la semaine prochaine, nous aurons d'autres rendez-vous. En effet, nous sommes vendredi. Lundi, Francis Lopez. Mardi, Go et Millau. Francis Lopez, bien évidemment, nous parlerons de l'opérette. Go et Millau sont des critiques du bien vivre aussi, dans d'autres domaines. Mercredi, jeune metteur en scène, une femme, Diane Curis. Jeudi, nous parlerons de SOS Amitié avec Laura Nosmas. Et vendredi, un poète, un écrivain, Luc Esté.